Je suis un type simple, mais ce soir, c'était autre chose. Écoutez, ne perdez pas de temps sur ces autres applications. Singletune.com, c'est du sérieux. Pour mon 51e anniversaire, ma femme a annoncé qu'elle me quittait pour un homme plus jeune. Mes filles ont applaudi. J'ai calmement mis mon assiette de côté et j'ai dit, soyez heureuses, les filles, mais sachez ceci. Je ne suis pas votre père biologique. Je vous ai adopté par pitié. Et aujourd'hui, ma pitié prend fin. Dalodom sert au bar du Pélican Marina depuis 19 ans. Et il sait à quoi ressemble un homme dont le monde est en train de s'effondrer. L'homme de la table 7 est assis seul depuis 90 minutes. Une réservation de dîner d'anniversaire pour 5 personnes. Le nom sur la carte, Ashford. Le gâteau est toujours dans le réfrigérateur à l'arrière. Les bougies sont toujours dans le tiroir. L'homme, Becky Ashford, 51 ans aujourd'hui, enfonce l'ongle de son pouce dans le pli de la nappe blanche selon un rythme lent et méthodique. Pas nerveux, méthodique, comme s'il battait la mesure. Dal remplit son verre d'eau sans qu'on le lui demande. Becky lève les yeux et hoche la tête une fois. C'est tout. Pas de conversation, il ne vérifie pas son téléphone. Le téléphone est posé face contre table et il n'a pas bougé. Dal retourne derrière le bar et observe. L'air salin entre par les portes ouvertes qui donnent sur l'eau. C'est un mardi d'octobre. Il fait encore assez chaud pour que les ventilateurs de plafond aient leur utilité. Assez frais pour que les touristes se fassent plus rares. Le restaurant est à moitié plein. Des couples, pour la plupart. Une table d'hommes plus âgés avec des bronzages de golfeurs. Personne ne prête attention à l'homme de la table 7, à part Dal. À 18h47, ils franchissent la porte. Vivian Ashford n'est pas derrière Donovan Rafferty. Elle ne le suit pas. Elle est à ses côtés, son épaule touchant presque la sienne. Et au moment où ils franchissent le seuil, elle lui touche l'avant-bras. Juste 2 doigts, juste une seconde. La façon dont on touche quelque chose qui nous appartient. Elle rit de quelque chose qu'il a dit sur le parking. Le rire est encore sur son visage lorsqu'elle balaie la pièce du regard et trouve son mari. Le rire ne s'arrête pas net. Il s'achève, tout simplement. Dal observe l'ongle de Becky s'immobiliser. Becky se lève. Il ne leur fait pas signe d'approcher. Il ne sourit pas. Il se lève parce que c'est ce qu'on fait quand des gens arrivent à votre table. Et Becky Ashford, comme Dal le comprendra plus tard, est un homme qui fait ce qu'il faut, même quand tout autour de lui est en feu. Vivian traverse la pièce avec Donovan à ses côtés. Elle porte la robe bleue, celle dans laquelle Dal l'a déjà vue lorsqu'elle vient avec l'homme qui n'est pas son mari. Bien que Dal n'ait jamais dit cela à personne et ne le fera jamais à moins qu'on ne le lui demande directement. La circulation était terrible sur le pont, chérie. Vivian pose son sac sur la table, un sac de couleur crème, surdimensionné, le genre avec beaucoup de poches intérieures. Tu sais comment est Donovan. Il a insisté pour conduire. Becky regarde Donovan. Donovan soutient son regard. Aucun des deux ne dit rien. 2 adolescentes entrent derrière eux. Les filles de Becky, suppose Dal, vu la façon dont elles le regardent d'abord avant de s'asseoir. Elles s'assoient du même côté de la table, ce qui frappe Dal comme étant étrange. La plupart des enfants s'espacent. Vivian s'assoit. Donovan s'assoit. Il s'assoit là où un invité s'assiérait s'il s'agissait d'un dîner d'affaires, ce qui n'est pas le cas. Puis Vivian croise les mains sur la table, et Dal, à 6 mètres de là, reconnaît la posture. Il l'a déjà vue. C'est la posture de quelqu'un qui a répété ça dans la salle de bain d'un hôtel. Becky, elle prononce son nom de la même manière qu'on prononce le nom d'une ville qu'on quitte. Tu mérites de savoir. Nous sommes malheureux depuis des années. Donovan et moi, ce n'est pas quelque chose que nous avions prévu. Le restaurant ne devient pas silencieux. Ça n'arrive que dans les films. Le couple 2 tables plus loin continue de parler de ses rénovations. Les golfeurs rient de quelque chose. Les ventilateurs de plafond tournent. Les filles de Becky commencent à applaudir. Pas fort, pas de manière théâtrale, leurs mains se rejoignent simplement et elles applaudissent 4 ou 5 fois, en regardant leur mère. Le visage de Vivian s'ouvre sur quelque chose qui ressemble à du soulagement. Donovan pose sa main à plat sur la table. Dal pose le verre qu'il est en train d'essuyer. Becky regarde ses filles, pas Vivian, pas Donovan, ses filles.
Il les regarde un long moment avec une expression que Dal n'arrive pas tout à fait à déchiffrer de là où il se tient. Pas de la colère, pas du chagrin, quelque chose de plus silencieux et de plus permanent que l'un ou l'autre. Il prend sa fourchette, la repose, s'essuie la bouche avec la serviette en lin, bien qu'il n'ait rien mangé, plie la serviette en un rectangle précis et la place à côté de son assiette. Quand il parle, sa voix descend dans ce registre que les gens utilisent dans les églises vides. Soyez heureuses, les filles. Mais sachez ceci, je ne suis pas votre père biologique. Je vous ai adopté par pitié, et aujourd'hui ma pitié prend fin. Il prend sa veste sur le dossier de la chaise. Il ne regarde pas Donovan. Il ne regarde pas Vivien. Il ne regarde pas le gâteau dans le réfrigérateur à l'arrière ni les bougies dans le tiroir. Il traverse le restaurant et le bar sans s'arrêter. Et à la porte, il s'arrête, se retourne et pose $200 sur le comptoir. Assez pour le gâteau, l'eau et tout ce qui viendra ensuite. Dal les empoche. Il se souviendra de ce moment. La table derrière lui explose. La voix de Vivien s'élève, les voix des filles, Donovan disant quelque chose à voix basse et urgente. Dal ne se retourne pas pour regarder. Il regarde Becky Ashford pousser la porte pour s'enfoncer dans la nuit d'octobre. Le parking est calme. Je m'assois sur le siège conducteur avec la porte fermée et le moteur éteint, et je m'accorde 4 minutes. Pas pour faire mon deuil, j'ai dépassé ce stade. J'ai dépassé ce stade depuis 6 semaines, ce qui correspond au temps depuis lequel je suis au courant pour Donovan Rafferty, le Driftwood Suite Marina Resort sur Hilton Head, et le schéma spécifique des jeudis où Vivien devenait injoignable entre 16h et 21h. Je m'accorde 4 minutes parce que c'est une allocation raisonnable. Un homme peut absorber un revers professionnel important en 4 minutes. Il peut absorber la fin d'un mariage dans le même laps de temps. S'il a eu 6 semaines pour faire ses calculs. J'ouvre l'application AirTag. La carte se charge. Les repères s'affichent un par un, chacun représentant un jeudi, chacun représentant un samedi d'octobre dont Vivien m'a dit qu'il s'agissait d'une conférence à Savannah. Ils s'empilent sur la carte comme des preuves lors d'un procès, regroupés autour d'une seule adresse sur l'île de Hilton Head. Et je les compte de la façon dont on compte l'argent qu'on vous doit. 14 mois de mensonges. Je pose le téléphone sur le siège passager, face vers le haut, pour pouvoir le voir pendant que je conduis. Je veux qu'il me regarde pendant que je passe le premier appel. Je démarre la voiture. Je sors du parking de la Marina Pélican à 19h53, et je ne regarde pas en arrière vers le restaurant. La carte GPS remplit l'écran. 41 points rouges empilés comme des preuves à un procès. Je zoome sur le Driftwood Suite, et je les compte de la façon dont on compte l'argent qu'on vous doit. 41. 14 mois de jeudi et 2 samedis d'octobre dont Vivien m'avait dit qu'il s'agissait d'une conférence à Savannah. Je pose le téléphone sur le siège passager, face vers le haut, pour pouvoir le voir pendant que je conduis. Je veux qu'il me regarde pendant que je passe le premier appel. La chapelle côtière du pasteur Quin Allen est en retrait de la route d'environ 400 mètres, en bardage blanc, un seul ventilateur de plafond, un parking en gravier avec de la place pour 8 voitures. Quin laisse la porte déverrouillée jusqu'à 22h. Je sais cela depuis 12 ans. Je m'assois au premier rang et j'attends. La chapelle sent le vieux bois, la cire de bougie et ce genre de silence spécifique qui s'accumule dans les endroits où les gens disent régulièrement des choses qu'ils pensent vraiment. Le ventilateur de plafond tourne. Un papillon de nuit gravite autour de l'unique lampe près de l'hôtel. Quin sort du bureau du fond à 20h22. Il voit qui c'est. Il n'a pas l'air surpris. Il descend l'allée et s'assoit à côté de moi sur le premier banc, assez près pour que je puisse sentir l'odeur du café sur lui, et il ne dit rien. Nous restons assis comme ça pendant 2 bonnes minutes. Voici ce qu'il faut savoir sur Quin Allen. Il a 67 ans et il a entendu à peu près tout ce qu'un être humain peut dire dans une église. Et cela l'a rendu très patient et très difficile à choquer. Il attend. Il a toujours été meilleur pour attendre que moi, ce qui n'est pas peu dire. J'ai besoin de te dire quelque chose, dis-je. D'accord. Pas pour avoir des conseils, juste pour le dire à voix haute à quelqu'un qui ne s'en servira pas contre moi. D'accord. Alors, je lui raconte. Pas ce qui s'est passé ce soir. Il en entendra parler par Vivien bien assez tôt. Je lui parle d'Ashford Meridian LLC, l'entité du Delaware que j'ai constituée il y a 14 mois. L'appartement meublé à Beaufort que je paie depuis février.
L'avocat que j'ai engagé en mars. Un spécialiste du divorce et du patrimoine nommé Arlon Fitch qui facture $400 leur équivaut chaque centime. Les dossiers de consultation que j'ai discrètement migrés de notre réseau domestique partagé vers le serveur de Meridian depuis avril. Qu'un écoute sans bouger. Tu as construit une porte de sortie avant même de savoir que tu en avais besoin, dit-il. J'ai construit une solution de repli. Je construis des solutions de repli pour mes clients chaque semaine. Il aurait été embarrassant de ne pas en avoir une pour moi-même. Ce que je ne dis pas à qu'un, ce que je ne dis encore à personne, c'est qu'Ashford Meridian LLC n'est pas seulement une porte de sortie. C'est une structure. Je suis consultant en management depuis 23 ans. J'ai examiné des accords de partenariat, restructuré des cadres de rémunération et identifié les risques de responsabilité pour des entreprises allant de compagnies d'assurance régionales à 2 filiales du Fortune 500. Je sais comment fonctionnent les institutions. Je sais où se trouvent les points de pression. Je sais précisément comment l'accord de partenariat de Hargrove Capital est structuré, car je l'ai audité il y a 2 ans lors d'une mission de 6 mois avec le cabinet. Je sais ce qu'il y a à la page 34. Je sais ce qu'il y a à la page 41. J'ai construit la solution de repli avant de savoir que j'en aurais besoin. C'est ce que font les consultants. Nous construisons pour des scénarios que nous n'avons pas encore confirmés. Qu'un se lève. Il va à son bureau à l'arrière et en ressort avec un email imprimé qu'il place sur le banc entre nous. Le nom de Vivien est dans le champ de l'expéditeur. La date remonte à 6 mois. L'objet indique, positionnement social, question privée. Je le lis sans le ramasser. Elle lui a demandé comment quitter un mariage sans perdre sa place dans la communauté. Elle l'a demandé avec le langage prudent et évasif de quelqu'un qui a déjà pris sa décision mais qui veut une permission. Elle l'a signé de son prénom uniquement. Je lui ai dit que ce n'était pas la bonne question, dit qu'un. Elle n'a pas répondu. Quelle est la bonne question? Celle de savoir si le mariage valait l'opinion de la communauté pour commencer. Je photographie l'email avec mon téléphone. Je le remercie. Il m'accompagne à la porte et me tient la main un instant, pas pour me réconforter, mais pour me regarder directement. Qu'un fait cela. Il vous tient la main et vous regarde, et vous comprenez qu'il vérifie quelque chose. La pitié n'est pas l'amour, Beckett. Je te l'ai dit à ton mariage. J'aurais dû le dire plus fort. Tu l'as dit au bon volume. Je n'étais juste pas prêt à l'entendre. Il hoche la tête. Il lâche ma main. Je marche vers ma voiture. Nadia Rafferty appelle à 23h04. Je sais qui c'est avant même qu'elle ne dise son nom. La femme de Donovan, architecte paysagiste. Je l'ai rencontrée 2 fois lors d'événements organisés par Hargrove Capital. Une femme qui écoute plus qu'elle ne parle et qui se souvient de tout ce qu'elle entend. Le genre de personne qui, lorsqu'elle vous serre la main, est déjà en train de cataloguer des informations. Sa voix a la température d'un rapport financier. J'attendais ton appel, Beckett. Depuis combien de temps? Depuis les samedis d'octobre. Donc, elle sait. Elle sait depuis plus longtemps que moi, peut-être. Ou elle le sait différemment, de la façon dont un conjoint sait des choses qu'il ne peut pas encore prouver. La certitude spécifique et sourde qui précède la confirmation. Elle a les relevés GPS de la voiture de Donovan. Elle a 14 reçus d'hôtel recoupés avec des dates que je peux confirmer par mes propres dossiers. Et elle a un message vocal qu'elle a enregistré depuis le téléphone de Donovan il y a 3 semaines pendant qu'il dormait. Elle le passe. La voix de Donovan emplit ma voiture. Il a l'air détendu, légèrement ivre. La voix d'un homme qui se croit vainqueur. Beckett est trop lent, vive, trop invisible. Il est fini et il ne le sait même pas encore. Allez, on n'attend plus. Je l'écoute 2 fois. La 2e fois, je prends des notes. Qu'est-ce que tu attends de tout ça, lui demandai-je. La même chose que toi. Que ça leur coûte quelque chose de réel. Une pause. Je demande le divorce. Mon avocat a tout. Ce que je n'ai pas, c'est la partie professionnelle. La partie Hargrove. Ça, c'est à toi. En effet. Tu peux agir d'ici 7 jours? Je peux le faire en 5, mais 7 c'est plus net. Tout le même matin. D'accord. Autre pause. Je déposerai le dossier à 9h. Tu livres le paquet à Garrison Price à 10h.
Et ensuite, on disparaît tous les deux. Et ensuite, on disparaît tous les deux. Je conduis d'une seule main sur le volant. Le marais des deux côtés de la route est noir et immobile et les étoiles sont très claires. Je pense à la voix de Donovan sur cet enregistrement. Trop lent, trop invisible. Les hommes qui disent ce genre de choses sur d'autres hommes se décrivent presque toujours eux-mêmes. Je passe les 4 jours suivants dans l'appartement de Beaufort, qui est propre et meublé et qui sent la peinture fraîche, et la neutralité particulière d'un espace qui n'a pas encore accumulé de vie. Je travaille à la table de la cuisine. Je sors l'accord de partenariat de Hargrove Capital de mes archives de consultation. J'ai chaque document de chaque mission que j'ai jamais effectuée, organisé par client et par année, sauvegardé à 3 endroits différents. Page 34, la clause de moralité. Elle est rédigée dans le langage spécifique et prudent de personnes qui savent ce qu'elles protègent. Toute conduite d'un associé qui jette le discrédit public, constitue une turpitude morale, ou cause un préjudice de réputation matérielle au cabinet constitue un motif de résiliation immédiate du statut d'associé et de confiscation des capitaux non acquis. Page 41. La disposition sur les conflits d'intérêts. Elle exige la divulgation complète de toute relation personnelle susceptible d'affecter le jugement d'un associé dans les affaires des clients. Donovan a plusieurs clients communs avec des entreprises où Vivien entretient des relations marketing. Il n'a rien divulgué de tout cela. J'imprime les 2 pages. Je les attache avec un trombone sur le devant de l'enveloppe. J'étiquette l'enveloppe avec le nom de Garrison Price et la date. Je ne la scelle pas encore. Il me manque une dernière pièce. Vers la fin de notre appel, Nadia a mentionné quelque chose en passant, presque après coup. La façon dont les gens mentionnent des choses qu'ils jugent trop insignifiantes pour avoir de l'importance. Une de ses amies a utilisé Singleton.com après son propre divorce. Pas pour faire des rencontres tout de suite, a-t-elle dit, mais pour comprendre ce qu'elle valorisait réellement. L'évaluation de l'application lui a posé le genre de questions que personne ne lui avait jamais posées. Becky l'a entendu à moitié. Il l'a archivé. Il n'est pas encore prêt pour ça. Mais il archive les choses. Il archive toujours les choses. Je compose le numéro de portable personnel de Céleste Vance à 6h58 du matin. Elle décroche à la 2e sonnerie, ce qui m'indique qu'elle est réveillée depuis un moment. Sa voix a la qualité spécifique de quelqu'un qui a répété ce qu'elle allait dire et qui réalise maintenant que la répétition était pour la mauvaise conversation. Je laisse le silence s'installer pendant 4 secondes avant de parler. 4 secondes, c'est long quand on est coupable de quelque chose. Céleste. Elle répète mon nom par réflexe, comme le font les gens quand ils essaient de gagner du temps. Becky. Salut. J'ai entendu parler d'hier soir et je voulais juste dire. Je n'appelle pas pour hier soir. Sa respiration change. Je peux l'entendre. J'appelle pour le 14 mars et le 9 avril, la conférence du Comte Méridien au Savannah Marriott. Silence. Le Savannah Marriott n'a aucune trace de la conférence du Comte Méridien à ces dates. J'ai aussi vérifié le Hyatt, le Weston et le Bohemian. Aucune trace. Les ressources humaines auront la même question que je me pose en ce moment, à savoir qu'est-ce que tu couvrais exactement et pourquoi. Becky. Elle a dit que c'était juste. Ce qu'elle a dit ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as enregistré. Je l'entends poser quelque chose. Un mug. Peut-être le bruit de la céramique sur un comptoir. Il y a également 6 entrées de compte clients dans le système partagé qui font référence à des réunions à des dates où Vivien n'était pas à Savannah, ni à une conférence, ni là où son GPS la situe. Ces entrées portent tes identifiants de connexion, Céleste. Pas les siens. Les tiens. Je gérais juste le calendrier. Elle m'a demandé de. Je sais ce qu'elle t'a demandé de faire. La question est de savoir combien ça va te coûter. Nouveau silence. Alors, qu'est-ce que tu veux? Rien de toi. Je t'informe par courtoisie parce que tu vas recevoir un appel des RH avant midi et je préfère que tu l'entendes de moi en premier. Je raccroche. À 7h03, j'envoie un email au directeur des RH de Céleste. L'email fait 4 phrases. Il contient un journal GPS horodaté recoupé avec chaque date de faux alibi, une copie de la fausse correspondance du compte client, et une copie conforme au responsable de la conformité juridique de l'entreprise. Je ne demande rien.
Je ne sollicite pas de réunion. J'énonce des faits et je joins des documents. Ensuite, je conduis jusqu'à Charleston. Hargrove Capital occupe les étages 14 à 17 d'un bâtiment de verre et d'acier sur Meeting Street. Le hall est en marbre et froid, le genre de froid qui est conçu plutôt qu'accidentel. L'air est maintenu à 20 degrés toute l'année parce que Garrison Price estime que la température signale la compétence. J'ai examiné le budget de l'installation pendant ma mission. Je sais sur ce bâtiment des choses que le bâtiment ignore que je sais. Je m'inscris au bureau de sécurité sous mon propre nom. Je suis toujours dans leur système en tant qu'ancien consultant. La réceptionniste, une jeune femme nommée déjà, dont j'ai lu la plaque lors de ma dernière visite il y a 2 ans et que je n'ai pas oublié, appelle l'assistante de Garrison Price. Price descend lui-même. Je m'y attendais. Price est le genre d'homme qui descend en personne quand le nom lui est familier et que la visite n'est pas prévue, car il a appris en 30 ans que les visites imprévues de noms familiers sont soit très bonnes, soit très mauvaises, et il préfère s'en assurer personnellement. Il traverse le hall vers moi quand l'ascenseur s'ouvre derrière lui et que Donovan Rafferty en sort. Donovan porte un costume anthracite, un café dans une main, son téléphone dans l'autre. Il me voit. Il s'arrête de marcher. Son téléphone glisse dans la poche de sa veste. Voici ce que je sais sur Donovan Rafferty et qu'il ignore que je sais. Je sais qu'il a joué au rugby à Clemson. Il a une mauvaise épaule gauche suite à une luxation qui a mal guéri. Et il se sert de sa main droite par défaut lorsqu'il avance vers quelqu'un. Je le sais parce que je l'ai observé pendant 45 minutes à la fête de fin d'année de Hargrove il y a 2 ans alors qu'il faisait le tour de la salle. Et je remarque les choses. Il s'avance vers moi. Sa main droite se lève. Je ne bouge pas, béquet. Sa voix est posée. Il essaie de s'imposer dans la pièce. Ce n'est pas le lieu. Je suis d'accord. Sa main va vers mon revers. Touche-moi. Et l'enveloppe s'ouvrira dans le hall au lieu de la salle de conférence. Sa main retombe. Le face-à-face dure 3 secondes. 3 secondes, c'est long dans un hall en marbre avec un agent de sécurité à 2 mètres et une réceptionniste qui observe derrière un bureau en verre. Puis Garrison Price arrive et la géométrie de la pièce change. Béquet, dit Price. Il ne regarde pas Donovan. Montez. La salle de conférence est au 16e étage. Mur de verre, vue sur le port, une table assez longue pour 12 personnes. Price s'assoit en face de moi. Donovan n'est pas invité. Il se tient quelque part de l'autre côté de la vitre, et je peux voir son reflet sans le regarder directement. J'ouvre l'enveloppe sur la table entre nous. Je ne l'attends pas à Price. Je la tourne pour qu'il puisse la lire. 41 visites d'hôtel au Driftwood Suite Marina Resort sur l'île de Hilton Head, dis-je. 14 mois. Les dates sont horodatées par rapport aux données GPS de 2 appareils distincts, dont l'un appartient à votre associé. Je tapote la page suivante. Déclaration sous serment de Nadia Rafferty, signée en présence de son avocat et déposée ce matin au tribunal aux affaires familiales du comté de Beaufort. Je me tourne vers la page marquée. Votre accord de partenariat. Page 34, clause de moralité. Page 41, disposition sur les conflits d'intérêts. Price lit. Il ne lève pas les yeux pendant 4 minutes. J'ai déjà chronométré des évaluations d'associés. 4 minutes, c'est long. Ça veut dire qu'il lit attentivement, sans survoler. Ça veut dire qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas et qu'il mesure maintenant ce qu'il savait par rapport à ce qu'il voit. Tu as audité cet accord il y a 2 ans, dit-il. Oui. Et tu t'es souvenu de la clause. Je me souviens de tout ce que je facture. Garrison ferme l'enveloppe. Il pose ses mains à plat sur la table. Il regarde le port pendant un instant. Le même port que je peux voir. La même eau, la même lumière. Puis il décroche le téléphone de son bureau et appelle la réception. Faites monter Donovan. Donovan entre et voit l'enveloppe. Il me voit. Il regarde Price. Price prononce 3 mots. Vide ton bureau. La pièce se fige un instant. La mâchoire de Donovan se crispe. Sa main va vers son col. Un petit ajustement réflexe, le signe physique d'un homme à qui l'on vient de retirer ses certitudes. Il se tourne vers moi. Tu es venu ici parce que ta femme t'a quitté. C'est juste ça.
Je suis venu ici parce que votre accord de partenariat comporte une clause de moralité. Ta vie personnelle est une affaire distincte, Beckett. La disposition sur les conflits d'intérêts est en fait le risque le plus important. 3 comptes clients partagés avec des entreprises où Vivian entretenait des relations marketing. Tu n'en as divulgué aucune. Ce n'est pas une affaire personnelle, Donovan. C'est une affaire fiduciaire. Il me dévisage. Je regarde l'eau. Price se lève. Donovan, nous avons terminé ici. Donovan me suit dans le hall. Je l'entends derrière moi avant qu'il ne m'atteigne. Ses pas sur le marbre, plus rapides que les miens. Le rythme spécifique d'un homme qui a décidé qu'une confrontation restaurerait quelque chose qu'il a perdu. Ce ne sera pas le cas. Mais les hommes comme Donovan ont besoin d'essayer. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il. Sa voix monte. La réceptionniste s'arrête de taper. Le garde de sécurité près de la porte change d'appui. Tu aurais pu juste t'en aller. Tu aurais pu prendre l'accord financier, garder la maison. J'appuie sur le bouton pour sortir du hall. Tu crois que c'est une question de maison? De quoi d'autre ça pourrait être? Je me retourne. Il est à moins de 2 mètres, le visage rouge, son café disparu quelque part, son sang-froid disparu avec. Derrière lui, je peux voir la réceptionniste et au-delà des murs de verre, 2 personnes devant les ascenseurs qui ont interrompu leur conversation. 41, Donovan. Je le dis de manière plate, sans élever la voix. 14 mois. 2 samedis d'octobre. Elle m'a dit que c'était une conférence à Savannah. Ce n'est pas, c'est le chiffre. Je veux que tu l'aies. Je veux que tu le portes. Il lance son poing. J'y avais pensé. J'y avais pensé comme je pense à la plupart des choses à l'avance, avec précision. Donovan attaque avec sa droite. Son épaule gauche est compromise. Quand il frappe de la droite, son corps pivote vers la gauche et son flanc gauche s'ouvre. J'entre dans l'arc de cercle du coup de poing et son poing m'érafle l'épaule au lieu de la mâchoire. L'impact est réel, une douleur sourde et solide qui fera un bleu, mais la mâchoire aurait été pire. Je ne rends pas le coup. Je recule d'un pas. Je réajuste ma veste. Je regarde la caméra de sécurité dans le coin du hall. Une unité Bosch, je l'avais remarqué en entrant, positionnée pour couvrir toute la zone d'entrée. Ensuite, je regarde déjà, qui est déjà au téléphone. Puis Donovan. C'est filmé. L'enregistrement sera entre les mains de l'avocat de Nadia avant la fin de la journée. 2 gardes de sécurité arrivent par l'entrée latérale. Ils prennent Donovan par les bras. Pas brutalement, mais avec l'efficacité rodée d'hommes qui ont déjà fait ça, et l'escortent vers la sortie de service. Je signe le registre de sortie au bureau de Deja. Merci, dis-je. Je suis désolé pour le dérangement. Elle hoche la tête. Son expression est totalement neutre, l'expression de quelqu'un qui a vu plus de choses qu'il n'est payé pour en traiter. Je marche vers ma voiture. Mon épaule me fait mal là où le poing de Donovan a atterri et je me rends compte que ça ne me dérange pas. La douleur est une donnée. Elle m'indique qu'il a peur, ce qui signifie que mon architecture fonctionne. Je m'assois dans le parking de Hargrove et j'envoie un SMS d'un seul mot à Nadia, fait. Sa réponse me parvient en 11 secondes. Mon avocat a déposé le dossier à 9 heures. Je regarde le bâtiment de Hargrove Capital un instant. Vert et acier, très propre, très sûr de lui. Et puis je sors du parking et je roule vers Mount Pleasant pour la dernière fois. À midi, mon téléphone sonne. C'est la directrice des RH de l'entreprise de Vivien. Elle m'appelle pour m'informer que, lors d'un audit interne déclenché par mon email du matin, Céleste Vance a été découverte en train d'accéder et de tenter de supprimer des dossiers du disque partagé de conformité. Le journal du système l'a détecté. La situation de Céleste est passée de la couverture d'un collègue à la destruction de dossiers de l'entreprise. Je remercie la directrice des RH et je raccroche. Je n'avais pas prévu cette partie. Céleste l'a fait toute seule. Mais j'ai appris en 23 ans de consulting que lorsqu'on applique une pression sur un système, le système révèle ses propres faiblesses. J'ai appliqué la pression. Céleste a révélé les siennes. L'épaule me fait toujours mal. Je conduis vers le sud sur la route 17 et je repense à ce que Donovan a dit sur ce message vocal. Trop lent, trop invisible. Et j'y réfléchis pendant un moment. Puis,
J'arrête d'y penser. Vivien est dans la cuisine quand j'arrive. Elle a essayé d'appeler un numéro qui n'existe plus. J'ai désactivé mon portable personnel à midi et activé la ligne Ashford Meridian, qui renvoie vers la messagerie vocale gérée par le cabinet de Harlan Fitch. Elle se tient près de l'îlot central avec son téléphone entre les deux mains, le retournant encore et encore, la posture typique de quelqu'un qui vient de comprendre que les issues se ferment. Elle lève les yeux quand j'entre. Son visage exprime plusieurs choses en même temps. Becky, il faut qu'on parle de la maison. Il faut qu'on parle de tout. Tu ne peux pas juste. La maison est à mon nom. Le prêt hypothécaire est payé depuis le compte Ashford Meridian. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Ton avocat? Elle pose le téléphone sur le comptoir, le reprend. Tu as déjà un avocat? J'en ai un depuis février. Elle me dévisage. Je la regarde recalculer. Le processus spécifique d'une personne qui opérait sur une hypothèse qui vient d'échouer. Elle pensait que je serais lent. Elle pensait que je serais invisible. Elle pensait que la pitié qu'elle a prise pour de la passivité était en fait de la passivité. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste. Becky. Nous avons une vie ici. Nous avions un mariage. Tu y as mis fin. Je respecte ta décision. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? Elle ouvre la bouche. Elle la referme. Elle prend son téléphone et le jette contre le mur. Ça laisse une marque, un petit creux précis dans le plâtre au-dessus de l'interrupteur. Le genre de marque qu'il faudra reboucher à l'enduit avant que la maison ne se vende. Je regarde la marque, puis elle. Tu n'es pas une personne sérieuse, Vivien. Je monte à l'étage. Le sac de sport est sur l'étagère du placard là où je l'ai mis il y a 6 semaines. Je l'avais fait à l'époque, partiellement. 3 vêtements de rechange, mon ordinateur portable, la pochette cartonnée avec les documents Meridian. Je prends la montre de mon père sur la table de nuit. C'est une Omega Seamaster de 1971, boîtier en acier, bracelet d'origine, et c'est la seule chose dans cette maison que je ne pourrais pas remplacer. Je prépare cette liste de bagages depuis avril. Ça prend 11 minutes. Sur le comptoir de la cuisine, je place la bague de fiançailles de Vivien dans une enveloppe simple. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a une page, une carte GPS imprimée, 41 cercles rouges, l'encre légèrement en relief à la sortie de l'imprimante. Le papier a une texture spécifique due au poids de l'encre. On peut sentir les points si on passe le doigt dessus. J'ai passé mon doigt dessus. Je sais exactement quelle sensation il procure. Pas de mots, pas de nom. Je la pose à l'endroit où elle garde ses clés. Je porte le sac de sport jusqu'à la porte d'entrée. La porte du garage est fermée. J'appuie sur le bouton. Rien ne se passe. J'appuie encore. Le moteur s'enclenche, mais la porte ne bouge pas. Quelque chose bloque le rail de l'intérieur. Je fais le tour par l'entrée latérale et je l'ouvre. Et là, il y a Vivien assise sur le siège conducteur de ma vieille Lexus. La voiture est enregistrée au nom d'Ashford Meridian. Le moteur tourne. La voiture est garée en travers de la porte basculante de sorte que je ne puisse pas la soulever de l'extérieur. Elle n'essaie pas de partir. Elle essaie de m'empêcher de partir. Le garage sent l'huile de moteur et l'odeur froide du béton, celle d'un espace utilisé mais non habité. Le bruit du moteur est sourd et constant. Vivien m'observe à travers le pare-brise, ses mains sur le volant, son visage arborant cette expression qu'elle a quand elle joue une décision dans laquelle elle n'est pas totalement engagée. J'évalue la géométrie. La porte basculante est équipée d'un système de déverrouillage manuel, une corde rouge suspendue au chariot, que j'ai installé il y a 3 ans après qu'une coupure de courant nous a laissé coincés à l'intérieur pendant 4 heures. J'avais marché jusqu'à la quincaillerie, acheté les pièces, et je l'avais installé moi-même en un après-midi. Vivien avait trouvé que j'étais excessif. Je pensais que j'étais prévoyant. Je tire la corde. La porte se soulève. Je regarde Vivien assise dans ma vieille voiture dans le garage sombre, le moteur en marche, n'allant nulle part. Elle me regarde à travers le pare-brise. L'expression sur son visage n'est plus de la colère. C'est quelque chose de plus proche de la réalisation que le plan a échoué, ce qui est différent de la colère et plus difficile à maintenir. Le détecteur de monoxyde de carbone se déclenchera dans 4 minutes si tu laisses tourner le moteur. À ta place, je l'éteindrai.
Je marche vers la rue. La voiture de Méridian est garée sur le trottoir là où je l'ai laissée ce matin. Je mets le sac dans le coffre. Je monte. Je démarre le moteur. Dans le rétroviseur latéral, je peux voir l'ouverture du garage. La porte est ouverte. La vieille Lexus toujours à l'intérieur. Vivien toujours sur le siège conducteur. Elle ne bouge pas. Elle m'observe dans les rétroviseurs qu'elle peut voir. Je quitte le trottoir. Je ne regarde pas le garage dans le rétroviseur central. La route 17 en direction du sud, à 2 heures du matin, est vide d'une manière qui semble délibérée, comme si la route avait été dégagée pour ce but précis. Le marais s'étend des deux côtés, noir et plat, et les étoiles ont cette clarté que l'on n'obtient que lorsque l'on est assez loin de la ville pour que la pollution lumineuse ne l'atteigne pas. Je roule. À un moment donné, vers le kilomètre 64, j'ouvre mon ordinateur portable à un feu rouge. J'ai un formulaire à moitié rempli sur mon ordinateur depuis 3 jours. Le formulaire 3949A de l'IRS, signalement d'information. Lors de la mission chez Airgrove il y a 2 ans, j'ai audité la filiale de conseil de Donovan, une LLC distincte par laquelle il faisait transiter des revenus personnels. J'ai trouvé des irrégularités. Je les ai signalées en interne à Price, qui a dit qu'il s'en occuperait. Je ne crois pas qu'il s'en soit occupé. J'ai les numéros de compte. Je connais les montants. Les revenus non déclarés sont importants. Le curseur se trouve sur le bouton au soumettre. Je le regarde un instant. Le feu est toujours rouge. La route est toujours vide. Je ferme l'ordinateur portable. Je reste avec ce que j'ai failli faire. La noirceur de cette action est précise et réelle. Pas l'idée, mais le poids réel. La compréhension que j'étais sur le point d'utiliser une agence gouvernementale comme une arme personnelle et que la ligne entre la justice et la vengeance n'est pas toujours aussi claire que je le voudrais. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent plus être effacées. Je sais ce que je suis. Je sais ce que j'ai failli être. La différence tient à un ordinateur refermé, et je porterai cet écart pour le reste de ma vie. Je roule. Le Beaufort Marina Café ouvre à 6h30. J'arrive à 7h15, ce qui signifie que je conduis depuis près de 5 heures, ce qui signifie que j'ai eu le temps de penser à la plupart des choses et de prendre des décisions sur certaines d'entre elles. Ren Callaway pose un café devant moi sans poser de questions. Je suis venu ici 2 fois auparavant, le jeudi matin, lorsque j'utilisais l'appartement de Beaufort pour travailler et que j'avais besoin d'un endroit où être qui ne soit pas une pièce meublée au mur blanc. Elle s'était souvenue de ma commande les 2 fois sans la noter. C'est le genre de personne qui prête attention à des détails que d'autres considèrent comme indignes d'intérêt. Elle ne me demande pas d'où je viens. Elle ne demande rien. Elle essuie le comptoir à l'autre bout et laisse le silence être ce qu'il est. Tu as le regard d'un homme qui vient de poser un fardeau très lourd. Comment tu le sais? Elle jette un coup d'œil à mes mains sur la table. Tes mains en ont encore la forme. Je regarde mes mains. Elle a raison. Mes doigts sont légèrement courbés, légèrement tendus, la posture d'une prise sans objet. Je les referme autour de la tasse de café. Ren s'appuie contre le comptoir. Elle a 47 ans, peut-être, avec le genre de visage qui a passé beaucoup de temps à l'extérieur et qui ne s'en excuse pas. Elle gère des bateaux de location au départ de la marina. Je le sais d'après le tableau des horaires au mur et la façon dont elle parle aux employés de la marina qui viennent prendre un café à 6h30. Son mari est mort, en ai-je déduit à la façon dont elle parle de l'entreprise comme étant la sienne maintenant. La propriété spécifique de quelqu'un qui a hérité d'une chose dont il ne s'attendait pas à être le seul responsable. Mon mari est mort il y a 4 ans, dit-elle comme si j'avais posé la question. Un anévrisme, sans prévenir. Un mardi matin, il était là, et le jeudi il ne l'était plus. Je suis désolé. J'ai passé environ 8 mois à lui en vouloir d'être parti, ce qui, je le comprends, n'est pas rationnel, mais le deuil ne demande pas la permission. Elle se resserre du café. Une amie m'a parlé de singleton.com. Pas pour faire des rencontres. Je n'étais pas prête pour ça. Juste l'évaluation, les questions sur les valeurs. C'était la première fois que je répondais honnêtement à des questions depuis des années, peut-être même la toute première fois. Elle fait une pause. Ça m'a appris des choses sur moi-même que j'étais trop occupé pour remarquer. J'écoute. Je l'enregistre dans un coin de ma tête. Je ne suis pas prêt pour ça non plus, mais j'archive les choses.
Je suis assis à une table du Marina Café à 7h15 du matin avec un café que je n'ai pas commandé. Et une femme qui a compris quelque chose sur moi à la forme de mes mains, et je me rends compte que je n'ai pas pensé à Vivien depuis 60 km. Ce n'est pas rien. C'est même la première information que je reçois en 14 mois qui soit entièrement positive. 2 semaines plus tard, un jeudi matin, je me tiens au bout du quai de la marina de Beaufort avec un café à la main, en regardant l'eau. L'eau est vert foncé et très calme. Il y a un pélican sur un pilotis à 6 mètres de là, immobile avec l'indifférence patiente d'une créature qui n'a pas de rendez-vous. L'air salin vient du canal de cette façon si particulière qu'il a en octobre. Clair et froid, portant l'odeur du diesel des bateaux de location amarrés aux pontons éloignés. Les bateaux de Rennes. Son nom est inscrit sur le flanc du plus grand en simples lettres noires. J'entends des pas sur le quai derrière moi. Je ne me retourne pas. Je sais de qui il s'agit avant même qu'il ne parle. Je l'attendais depuis 3 jours, depuis que son avocat a déposé la requête contestant le licenciement de Hargrove, dont Arlon Fitch m'a envoyé une copie par courtoisie. Parce qu'Arlon croit qu'il faut tenir ses clients informés, et parce que la requête n'a aucun fondement et qu'Arlon veut que je sache qu'il sait qu'elle n'en a aucun. Donovan s'arrête à 3 mètres derrière moi. Je l'entends respirer, de façon un peu saccadée, la respiration d'un homme qui a porté un lourd fardeau pendant 2 semaines et qui a décidé que le décharger sur quelqu'un d'autre l'en soulagerait. Ce ne sera pas le cas. Mais les hommes comme Donovan ont besoin d'essayer. Il a préparé une confrontation. Je le sais comme je sais la plupart des choses, en lisant les données disponibles. Il a été licencié. Il fait face à la plainte au civil de Nadia. Il a perdu le salaire, le titre, l'identité professionnelle autour desquelles il a organisé la perception de lui-même. Les hommes dans cette position ne restent pas assis tranquillement. Ils viennent chercher la personne qu'ils peuvent tenir pour responsable et ils arrivent avec des discours tout prêts. Je lui laisse le silence pendant un moment. Le silence est utile. Il pousse les gens à le remplir avec des choses qu'ils n'avaient pas prévu de dire. Tu n'étais pas obligé d'aller voir Garrison, dit-il. Tu aurais pu juste. On aurait pu régler ça entre nous. Je regarde le pélican. Il n'a pas bougé. Entre nous. Je le dis une seule fois, d'un ton plat. Pas une question, pas une invitation, juste l'expression replacée dans l'air entre nous où elle peut être examinée. 20 secondes de silence. L'eau clapote contre les pilotis. Le moteur d'un bateau démarre quelque part dans la marina, puis se stabilise. Le pélican ouvre ses ailes, tâte l'air, et les replie. Donovan est toujours là. Je peux l'entendre. Il est venu ici pour une confrontation, et je ne lui ai rien donné à affronter. Pas de colère, pas de culpabilité, pas d'attitude défensive, aucune reconnaissance qu'il y ait eu un entre nous qui aurait pu régler quoi que ce soit. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a jamais eu. Lui et moi n'avons jamais été les deux parties d'une négociation. Il était l'homme qui couchait avec ma femme et j'étais l'homme dont l'architecture était déjà construite avant même que le feu ne se déclare. Il veut que je me retourne. Il veut un contact visuel parce que le contact visuel en fait une conversation et que les conversations peuvent être gagnées. Je regarde l'eau pendant encore 20 secondes. Puis j'entends ses pas remonter le quai, plus lentement qu'il n'était arrivé. Les pas d'un homme qui a conduit 40 minutes pour une confrontation et qui repart avec sa confrontation toujours entre les mains, plus lourde qu'à son arrivée. Je ne le regarde pas partir. Ce soir-là, Reine pose 2 cafés sur la table et s'assoit en face de moi. C'est nouveau. Elle était debout ou en mouvement toutes les autres fois. Le fait qu'elle s'assoie signifie que quelque chose a changé ou qu'elle a décidé que quelque chose a changé. J'ai besoin de te dire quelque chose, dis-je. D'accord. J'ai failli faire quelque chose il y a 3 jours sur la route 17. J'avais un formulaire ouvert sur mon ordinateur. Un signalement à l'IRS. Des revenus non déclarés, ceux de Donovan. Provenant d'une filiale que j'ai auditée pendant ma mission chez Hargrove. Je connaissais les numéros de compte. J'avais les montants. J'enroule mes mains autour de la tasse de café. J'avais le curseur sur soumettre. Elle ne dit rien. Je l'ai fermé, mais je l'avais ouvert. Je veux que tu saches que je l'avais ouvert. Reine reste silencieuse un instant. Elle regarde son café. Puis, pourquoi veux-tu que je sache ça? Parce que je vais continuer à m'asseoir à cette table et que je ne veux pas être le seul à savoir ce que j'ai failli être. Elle hoche lentement la tête.
Pas d'absolution, pas de jugement, juste une prise d'acte. La reconnaissance qu'une personne a dit une chose vraie et qu'elle l'a entendue. Mon mari avait l'habitude de dire que la différence entre une bonne et une mauvaise personne, ce n'est pas de savoir s'ils ont des pensées sombres. C'est ce qu'ils font dans les 3 secondes qui suivent. Il a l'air d'avoir été un homme sérieux. Il était l'homme le plus sérieux que j'ai jamais connu. Elle prend son café. Tu as fermé l'ordinateur. J'ai fermé l'ordinateur. Alors tu sais ce que tu es. Le lendemain matin, je marche jusqu'au bout du quai à 6h45. La marina commence tout juste à s'éveiller. Les équipages des bateaux de location déplacent du matériel. L'odeur du diesel et du sel. L'eau noire accrochant les premières lueurs sur les bords. Je sors le vieux téléphone de la poche de ma veste. Pas le téléphone d'Ashford Meridian. Le portable personnel. Celui que j'ai désactivé il y a 2 semaines. Celui que Vivien a essayé d'appeler, celui qui a 41 repères de localisation en cache dans sa mémoire, et un message vocal de Donovan, et la photo d'un email imprimé sur le bureau de Quint. J'ai transféré tout ce qui compte sur le téléphone de Meridian. Celui-ci est vide maintenant, excepté de son histoire. Son poids froid est spécifique. Je l'ai porté pendant 6 semaines, pas seulement ce soir, mais tout ça. Le poids de savoir avant d'être censé savoir. Le poids de construire l'architecture pendant que le mariage tenait encore debout. Le poids de l'ordinateur fermé et des 4 minutes sur le parking et des $200 sur le bar de dalle et des 11 minutes passées à faire mon sac. Je le tiens au-dessus de l'eau. L'eau noire à 6h45 du matin est très calme et le quai sent le diesel, la corde et le sel qui s'infiltrent partout. Finalement, j'ouvre la main. Le téléphone tombe. L'eau l'engloutit sans cérémonie. Un petit bruit, une brève perturbation, puis la surface se referme sur lui et l'eau est à nouveau immobile. Je reste là un moment. Le Pélican est de retour sur son pilotis. Les bateaux de location embarquent. Ren est quelque part derrière moi dans le café et le café est déjà prêt. Je mets mes mains dans mes poches, vides maintenant. Les deux. Plus rien à porter. Je me retourne et je remonte le quai. Le pasteur Quint m'appelle à 8h. Elle est revenue à la chapelle, dit-il, hier soir. Que voulait-elle? La même chose. Savoir où tu es. Te faire passer le message qu'elle est désolée. Que lui as-tu dit? Que je ne savais pas où tu étais, ce qui est vrai. Et que je ferai passer le message. Ce que tu es en train de faire. Ce que je suis en train de faire. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je lui dise? Je réfléchis à ça. Je pense à la carte GPS avec ses 41 cercles rouges, l'encre légèrement en relief à la sortie de l'imprimante. Je pense à la bague de fiançailles dans l'enveloppe simple. Je pense à la porte du garage se levant grâce à son système de déverrouillage manuel et à Vivien assise dans le noir dans une voiture qui n'allait nulle part. Rien, dis-je, elle finira par comprendre. Quint fait une pause. Puis elle a dit que tu appellerais. Elle a dit de te dire que le GPS fonctionne dans les 2 sens. J'entends mes propres mots dans sa bouche. Le message que je lui avais demandé de transmettre mot pour mot quand Vivien a appelé la chapelle la 2e fois. Je lui avais demandé de le dire exactement comme ça. Pas de contexte, pas d'explication, juste la phrase prononcée de manière plate pour qu'elle soit forcée de vivre avec. Le GPS fonctionne dans les 2 sens. 41 cercles rouges. Elle les a placés là, et je les regardais faire tout le temps. Merci, Quint. De rien, Becquet. Passe me voir quand tu seras prêt. Je le ferai. Je retourne au café. Ren est derrière le comptoir, en train de parler d'un planning de location avec l'un des employés de la marina. Elle lève un doigt quand elle me voit 1 minute et termine sa conversation. Elle me verse mon café. Elle le pose devant moi. Puis elle passe la main sous le comptoir et pose une petite carte sur la table. Singleton.com écrit à la main au dos, l'évaluation des valeurs. Commence par là, pas par les profils. Mon ami qui l'a utilisé après son divorce, dit Ren. Elle a dit que l'évaluation lui a demandé ce en quoi elle croyait vraiment, pas ce en quoi elle pensait être censée croire. La différence s'est avérée significative. Je prends la carte. Je la retourne. Le logo sur le devant est simple. Des lignes épurées, rien de théâtral. Je ne suis pas prêt, dis-je. Je sais.
C'est pour ça que je te la donne maintenant au lieu de plus tard. Comme ça, elle sera là quand tu le seras. Je glisse la carte dans la poche de ma chemise, à côté de la montre de mon père, qui fait tic-tac comme elle l'a toujours fait. Régulière, sans hâte, marquant le temps sans en faire toute une histoire. Ren retourne à son travail. Je bois mon café et je regarde la marina par la fenêtre. Les bateaux, l'eau, le pélican sur son pilotis. Le matin ordinaire faisant ce que font les matins ordinaires. Mes mains entourent la tasse. Elles n'ont plus la forme de mains qui portent quelque chose. Ren l'a remarqué. Elle l'a remarqué avant moi, ce qui est le propre des personnes qui prêtent attention. Ils vous voient plus clairement que vous ne vous voyez vous-même. Et si vous avez de la chance, ils vous disent ce qu'ils voient. Le café est bon. L'air salin entre par la porte quand quelqu'un l'ouvre. La marina sent le diesel et la corde et la propreté si particulière de l'eau en mouvement. Je bois mon café. Je regarde l'eau. Je ne pense pas à Vivien. Je n'ai pas pensé à Vivien depuis 2 semaines, si ce n'est de la manière administrative spécifique dont un homme pense à une affaire juridique traitée par un avocat compétent. Je pense à la carte dans la poche de ma chemise et à la forme de mes mains autour de la tasse. Je me dis que 41 est un nombre que je porterai longtemps. Mais ce n'est pas le nombre qui me définit. Le nombre qui me définit est le 1. Un ordinateur refermé, une corde tirée, un téléphone lâché dans l'eau noire à 6h45 du matin pendant que le pélican observait depuis son pilotis et que l'air salin venait du canal et que les bateaux de location se chargeaient pour la journée. Une seule décision prise correctement dans les 3 secondes qui ont suivi la pensée sombre. Cela suffit amplement.